Quand j'ai envie de quelque chose, ou que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, je suis allée jusqu'au bout. Bonsoir Rachida Dati, merci d'être ici ce soir. Alors, je vous appelle Rachida Dati parce qu'en général, on vous appelle d'ailleurs comme cela. Et rarement Madame la Ministre. Si, dans certaines circonstances, on m'appelle Madame la Ministre, puis dans d'autres où on m'appelle par mon prénom, mais c'est pas désagréable. Qu'est-ce que vous préférez ? En fonction des circonstances. Et là, ce soir, vous m'appelez comme vous le souhaitez. C'est la Rachida intime qu'on a envie d'entendre hein, ce soir. Alors, Rachida, ça veut dire bien guidée. C'est ça la traduction ? C'est ce qu'on m'a dit. Oui. D'ailleurs, je l'ai appris très tard, que mon prénom voulait dire cela, parce que c'est vrai que nos prénoms, pour l'essentiel dans la famille, indiquent à chaque fois quelques vertus. Oui. Et, mais vous ne parlez pas arabe ? Je ne le lis pas et je ne l'écris pas, mais je parle l'arabe dialectal. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez le sentiment d'être bien guidée, justement ? Je m'en suis pas trop mal sortie jusqu'à maintenant. C'est un joli parcours, hein, même si vous connaissez des turbulences, c'est un beau parcours. Je ne vais pas me plaindre. Certaines choses qui ont été dites par vos proches vous ont étonnée ? Moi, je suis assez touchée et assez émue d'entendre mon père parler, parce qu'il d'abord, il est très pudique. Et je crois que... je ne sais pas s'il aurait dit les mêmes choses au moment où j'ai été nommée ministre. Aujourd'hui, il a un petit peu plus de recul parce qu'il y a certains commentaires ou peut-être des observations, pour ne pas dire des critiques, qui forcément l'atteignent, mais dont il ne me parle pas et dont il ne m'a jamais parlé. Parce que là, effectivement, on a le sentiment que les critiques, finalement, l'atteignent plus et dépassent la fierté qu'il a, effectivement, de cette nomination et de cette fonction aujourd'hui. Il a une réelle fierté à ce que je sois ministre de la Justice de ce pays. Sûr, aujourd'hui, il est atteint par ça. Je l'ai toujours dit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est arrivé en fin 63-64 en France, dans un pays qu'il ne connaissait absolument pas, coupé de toutes ses racines, de sa famille. Il arrivait avec maman. Et c'est vrai que, finalement, 40 ans plus tard, sa fille est le ministre de la Justice de ce pays qu'il a accueilli. Donc pour lui, bien sûr que c'est une véritable fierté. Et parfois, quand il entend certains commentaires pas forcément agréables, il ne se reconnaît pas dans l'éducation qu'il a pu me donner. Il ne reconnaît pas non plus la fille qu'il a vue au quotidien. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'ailleurs lorsque vous avez été nommée il y a 2 ans bientôt ? Il a été très ému. Il a pensé à maman en disant qu'il regrettait qu'elle ne soit pas là pour ce moment-là. J'imagine que vous aussi ? Oui. Ça, c'est vraiment le point le plus fragile chez vous. C'est ma plus grande force, d'avoir eu la maman que j'ai eue. Et en même temps, le plus grand manque ? C'est mon plus grand chagrin. Moi, j'ai intégré la mort dans la vie au moment du décès de maman. Tant qu'elle était là, je n'avais jamais intégré... la mort existait, mais pas à ce point. Et c'est vrai qu'ensuite, le regard que je portais sur mon père a changé, parce qu'il intégrait aussi cette éventuelle disparition. Donc je me sens encore plus de devoir vis-à-vis de lui. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une très très grande différence d'ailleurs entre la Rachida Dati publique et la personne privée. Est-ce que vous en rendez compte, vous ? Entre peut-être l'image que l'on a de vous et ce que vous êtes réellement. C'est ce que dit très bien d'ailleurs mon amie Valérie Pinot-Valencienne, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dépassée. C'est vrai, je reconnais, sans doute y a-t-il eu des erreurs dans cette exposition, mais à un moment donné, vous êtes dépassée. Et comme au départ, vous essayiez de corriger, vous essayiez d'expliquer, et puis à un moment donné, vous êtes un peu dépassée, donc vous vous mettez un peu en retrait, et vous ne reconnaissez plus ni dans les images, ni dans les propos qu'on peut vous prêter. Est-ce que maintenant, avec le recul, puisque vous allez bientôt quitter le ministère, vous vous dites « je me suis trop exposée, les robes, j'aurais dû faire un peu plus attention ». Moi, il y a une chose sur laquelle je n'ai pas voulu renoncer, c'est ma féminité. J'étais comme ça avant et je continuerai à être comme ça, même après le gouvernement. Mais aucun renoncement, oui, à la féminité. Ensuite, qu'on vous dise « elle est du goût du luxe », quand vous avez des dîners d'État et qu'on vous dit c'est une robe longue obligatoire, vous vous habillez en fonction du dîner ou de la manifestation. C'est important. Je crois qu'il faut aussi faire honneur à sa fonction et à son pays. Votre sœur et Jacques Attali, d'ailleurs, disent finalement, elle est très attaquée parce que c'est une femme et surtout parce qu'elle a montré son ambition et qu'en France, quand on ne vient pas d'un milieu privilégié, qu'on est ambitieux, on se fait traiter de parvenu. Oui, c'est comme l'ambition, c'est pas un vilain mot. Je crois que quand vous commencez un parcours professionnel ou même quand vous êtes à l'école, vous avez l'ambition de réussir.
vous aviez l'ambition de vous en sortir. Ce qui peut être gênant, c'est simplement si au bout d'un moment, c'est récurrent, insistant, persistant, on peut imaginer que tout ça est fait avec un objectif précis, c'est de nuire à pas à votre image, à ce que vous êtes, et donc à votre personne. Mais est-ce que, sincèrement, vous avez été atteinte? Parce que vous semblez comme ça très forte, et on voit quand même vos amis dire elle s'en est pris quand même un peu plein la figure. Quand vous acceptez une responsabilité politique et de surcroît publique, il faut accepter. Mais ce qui peut vous faire de la peine, c'est l'impact que ça crée sur vos proches, sur votre entourage, même personnel, et puis un peu plus largement sur votre famille. Bien sûr que ça... Qu'est-ce qui a le plus heurté, finalement, votre famille? Ils les attaquent un peu sur la légèreté, sur finalement la futilité, sur l'incompétence. Ça peut heurter. Et vous? Qu'est-ce qui vous a le plus heurté? Moi, je serais vous... C'est plutôt de dire qu'est-ce qui me motive encore plus aujourd'hui. Non, voilà. mais ma question, je la réitère. Non, mais c'est qu'est-ce qui vous a le plus fait mal dans ce qui a été dit? Ça me motive encore plus pour ne pas renoncer à lutter contre ces conservatismes. Alors, c'est un moment clé dans votre vie. En 2 ans, nommée garde des Sceaux, maman à plus de 40 ans pour la première fois, et maintenant partie pour les européennes. C'est dense, hein, c'est un moment dense. Et maire du 7e arrondissement, j'oubliais évidemment. C'est un moment fort, sentiment que c'est allé vite, trop vite. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses en très peu de temps, mais ça ne me déplaît pas. Il ne faut pas oublier que j'ai eu un enfant quand même, C'est plus important que le reste? Pour moi, c'est fondamental. Pour moi, c'était important d'avoir un enfant. Puis la vie, parfois, vous indique que c'est pas possible, que c'est difficile. Vous pensiez ne pas en avoir? Oui. Donc pour moi, c'est arrivé et vraiment providentiel. Et c'était voulu? C'est un enfant désiré, entièrement désiré? Mais qui n'était pas attendu. Donc une surprise, c'est ça que vous voulez dire? Plus c'était une heureuse surprise. Et ça a transformé votre vie? Oui, et puis à la fois, ça le transforme. Sauf que si je suis totalement sincère, quand je la regarde, tous les jours, parfois je ne réalise pas que j'ai eu cet enfant. Vous voyez la vie différemment, puis vous avez moins d'obsession. C'est vrai? Je suis moins obsessionnelle sur certaines choses. Sur lesquelles? Vous allez moins penser à Nicolas Sarkozy, c'est ça? Pas une obsession, c'est pas une obsession. Non, mais c'est quand même un point d'ancrage. Oui, c'est pas une obsession. Oui, vous en parlez beaucoup. C'est un référent. C'est un référent, mais j'en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le chef de l'État. Et il est normal que, quand même, je défende avec conviction les responsabilités que nous ont confiées les Français. Pour revenir à la maternité, quand même, ça a été difficile, non? De vivre une grossesse au moment où il y avait quand même beaucoup de manifestations. Ça devait être un moment difficile pour vous, non? On peut rêver mieux, non, comme grossesse? On peut toujours rêver mieux. Moi, j'aurais rêvé mieux peut-être d'avoir plusieurs enfants, donc on peut toujours rêver mieux. Mais à la fois, c'est difficile ce que vous me demandez, parce que je ne me suis jamais plainte, de manière générale. C'est vrai. C'est difficile, j'ai l'impression presque que ça serait indécent de vous dire c'est difficile, pas difficile. Par rapport aux femmes en général? Bien sûr. Moi, c'est vrai que j'ai eu une grossesse qui s'est quand même plutôt bien passée. Mais comment vous avez fait? D'ailleurs, ça a créé une polémique par rapport au droit des mamans à rester chez elles et tout, à être quand même sur pied un conseil des ministres 5 jours après avoir accouché, sous césarienne, je crois. Oui. Vous êtes faite d'acier, trempée. J'aime la vie. Et pour moi, cette naissance a transcendé tellement de choses. Je dis pas, c'était pas pour fanfaronner, pas du tout. Vous pouvez bien imaginer qu'avec la vie que j'ai eue, je suis pas dans la performance. J'ai rien à prouver. Si j'avais été fatiguée ou si j'avais pas pu être debout, je serais pas venue. Mais à la fois, je dis pas que j'ai pas été fatiguée. Et puis j'ai l'âge, j'ai pas 20 ans. Mais vous avez compris la polémique que ça a déclenché, le fait que vous reveniez travailler justement 5 jours après avoir accouché. Vous la comprenez? D'abord, je suis garde des Sceaux, je suis ministre de la Justice, c'est pas un travail comme un autre. J'ai aussi plus de facilité. Je suis aussi très entourée. Moi, je vois ma fille, si demain j'ai une difficulté, j'ai toujours une sœur.
j'ai quelqu'un, voilà, donc c'est quand même une chance. Et il faut se battre. Moi, je pense que le congé maternité, c'est un acquis social, c'est vrai. Il ne faut pas le remettre en cause. C'est ce que je voulais vous demander. C'est pas une façon de le remettre en cause. Ça ne le remettra pas en cause. Mais simplement, le combat des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles aient le libre choix. Le libre choix de vouloir revenir travailler ou de ne pas travailler, de pouvoir se reposer ou de ne pas se reposer. Il faut qu'elles aient... Le combat, c'est pour le libre choix. C'est pas de remettre en cause un acquis social. Alors, votre père, justement, comment votre père a réagi à la naissance de la petite Zora? Donc, le fait que sa fille ait un enfant sans être mariée. C'est à lui qu'il faut demander. Ah, mais on lui a demandé, justement. Vous ne croyez pas si bien dire. Je ne sais pas ce qu'il a pu vous répondre. Mais vous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien. Rien? Il ne vous a rien dit? Il a été silencieux sur le sujet? Je pense qu'au fond de lui-même, il aurait préféré que ce soit un peu plus conventionnel. Peut-être que... C'est vrai, sans doute que je sois mariée. Vous aimeriez être mariée? Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a vraiment très attirée. Mais bon, ça n'a jamais été pour moi une fixation, pour reprendre votre expression. Vous l'avez retenu. Pourquoi tant de mystère quand même? Non mais autour du père de Zora. Mais il n'est pas surpris, parce qu'il considère que je suis libre. Bien entendu, bien entendu. Je n'ai pas souhaité le faire et c'est un moyen de respecter le père de ma fille, de respecter ma fille. Et me respecter au passage. Mais est-ce que vous le ferez un jour? Puisque vous l'avez présenté à votre père, donc. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se conçoit. Vous savez, les vies personnelles, la vie personnelle, je crois que vous ne pouvez pas me démentir, c'est toujours très fragile. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Et donc, quand en plus, si vous l'exposez, il y a un risque... Il y a un risque d'accroître ou d'accentuer cette fragilité. Moi, j'ai besoin de cette vie personnelle qui, tous les jours, me permet aussi d'aimer la vie, de continuer à l'affronter, d'être motivée, de continuer mes engagements. Alors, ce soir, je ne vais pas. Vous n'êtes pas là pour me donner le nom du père de Zora. Ce que je voudrais savoir, vous ne lâchez rien. Je ne lâche rien. En tout cas, vous ne l'avez pas fait pour attiser une nouvelle curiosité et créer un feuilleton médiatique, comme les mauvaises langues ont pu le dire. Oui, et puis j'ai fait exprès d'être enceinte aussi. Tiens. Oui. C'est au passage, ça peut aider. Comment vous avez d'ailleurs, vous, réagi à toutes ces rumeurs? Vous savez, c'est pas les Français, c'est pas la France qui est grossière finalement. C'est certain, c'est un petit microcosme qui se croit autorisé. Ben, je trouve que finalement, c'est ce microcosme-là qui est peut-être un petit peu plus grossier. Voilà. Et ils auraient beaucoup à apprendre des Français et de la France telle qu'elle est. Et l'équilibre vient plutôt de la famille? L'équilibre vient de cet ancrage et d'avoir une famille qui est effectivement très solide. Mais heureusement que j'ai cet ancrage, heureusement. J'ai beaucoup de neveux et nièces aussi. Mais oui, pour lesquels vous êtes très très importante. Oui, moi je les aime tellement. C'est vrai. Et c'est pour ça que quand ma fille est née, j'ai dit moi aussi je contribue. C'est votre contribution? Oui. Et ils ne sont pas tous là. Hein. Oui, ça n'est qu'une petite partie. Vous êtes quand même comme le second chef de famille. Mais c'est pas du tout pour être là en disant je sais tout le monde et je vais faire à votre place. Non, mais ce sont eux d'ailleurs qui... J'avais une préoccupation. D'abord, ce que dit mon frère est vrai. Mes parents ont tout donné, donc on se devait aussi de ne pas les décevoir. Alors après, c'est comme dans toutes les familles, il y a des difficultés. Nous, on a eu des difficultés dans notre famille. On a eu des difficultés avec certains de mes frères en particulier. Il y a de vraies difficultés. Alors après, comment on fait? Il faut accepter. C'est vrai que c'est difficile. Mon père l'a très mal vécu parce qu'il ne comprenait pas pourquoi certains s'en sortaient moins bien que d'autres. Et à la fois, quand vous avez votre maman qui est triste parce qu'il y a un problème, quand votre père ne sait plus faire face à une difficulté, et vous dites attendez, je vais m'occuper de tout. Pourquoi? Parce que moi je voulais pas qu'il soit triste. Moi, mais pourquoi justement c'est vous qui vous êtes retrouvés? Puis on voit bien en plus que vos frères et sœurs disent voilà, c'est elle qui a pris en charge, mais il y a très longtemps, en fait pratiquement depuis toujours. Pourquoi? Parce que j'estimais que j'avais tellement plus de chance que la plupart d'entre eux. Mais comment vous le saviez déjà, adolescente? C'est ça qui m'épate. Parce que d'abord, je cherchais du travail. J'ai été, je vous dis, j'ai commencé avant à travailler, j'avais 14 ans. À 16 ans, j'ai été animatrice. Ensuite, j'ai été caissière, j'ai été soignante. Et c'est vrai que j'ai travaillé très tôt, tout le temps.
Et à la fois, c'est vrai que j'ai donné satisfaction dans les activités professionnelles, donc je me disais, et puis j'arrivais... Parce que vous étiez assez brillante en tout, c'est ça? Et puis comme l'école se passait bien, donc je me disais, j'ai quand même un peu plus de chance et de facilité, peut-être qu'un de mes frères qui était beaucoup plus fragile. C'est comme si vous sentiez en vous quelque chose de plus fort qui allait vous porter plus loin? D'où ça vient? Parce qu'à chaque fois que j'ai souhaité quelque chose ou je me suis battue pour avoir quelque chose, c'est vrai que je l'ai obtenu. Ça Par paraît, ténacité. Oui, ça paraît un peu... c'est même presque gênant. Et c'est vrai que je me disais, j'ai quand même quelques facilités. Parce que vous demandiez. Mais en fait, c'est ça votre audace, c'est d'avoir demandé les choses. Moi, j'ai toujours été très claire. Je n'y allais pas par quatre chemins. Moi, quand je rencontrais quelqu'un, je disais, voilà, je veux travailler pour vous à tel endroit, ou je veux faire ça pour vous, ou oui ou non, est-ce que je pensais que je pourrais obtenir ça? Mais j'ai jamais été ambiguë. Moi, il n'y a pas eu d'équivoque ou d'ambiguïté. J'imagine qu'il y avait une conviction. Jacques Attali, il y a 20 ans, vous l'avez rencontré comme ça, je crois. Comme Albin Chalandon et Jean-Luc Lagardère et d'autres, vous demandiez les choses. Oui, moi, Albin Chalandon, quand je le rencontre, je dis voilà, moi, j'aimerais vous rencontrer parce que j'aimerais vous m'aider à trouver un stage en entreprise. Mais au début, il m'a dit oui, prenez contact avec mon secrétaire. Je dis non, mais dites-moi oui ou non. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se voit ou pas? Donc, s'il m'avait dit non, bon, voilà, je n'avais rien à perdre. Hein. Voilà. Vous n'avez jamais d'ailleurs été freiné? Non, vous n'avez jamais eu peur du regard des autres? Non, parce que même si ça pouvait parfois être désagréable, et comment qu'elle savait. Ouais. Donc, ça portait pas, il n'y avait pas de grandes conséquences. Hein. Donc, puis comme personne ne me connaissait, même si c'était un nom public, ça ne me gênait absolument pas. Donc, vous en avez reçu d'ailleurs des... Oui, bien sûr. Lesquels? Non, voilà. On me disait non, c'est pas possible, non, c'est pas pour vous, non, c'est trop prétentieux, ou c'est pas de votre niveau. Voilà, je l'ai entendu, mais ça fait partie des choses de la vie, sinon ça serait trop simple. Ça veut dire que quand on veut avancer, quand on veut justement s'en sortir, de toute façon, on fonce. Voilà, on n'a rien à perdre, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ça a marché pour moi. Voilà. Il fallait réussir pour vous, dans ce que j'entends, et pour votre famille. Ce n'est pas qu'une réussite personnelle. Puis pour aussi, on habitait, je me rappelle la première cité qu'on habitait, elle s'appelait la Cité de la Liberté, et, qui était rue de la Liberté. Et je me souviens, parce que c'était vrai quartier populaire. Et puis moi, je trouve, quand j'ai commencé un peu à évoluer, changer de milieu, moi, j'ai l'impression que ça gratifiait tout le monde. Moi, je me souviens, les voisines, les amis de maman disaient c'est formidable. Tiens, Rachida, elle a réussi à connaître un tel et donc elle a réussi à obtenir cet emploi. Elle peut peut-être nous aider d'ailleurs pour nos enfants. Et donc, c'est comme moi, là, je me sentais aussi une responsabilité vis-à-vis du voisinage. Parce que tout le monde était content. Et moi, je le vois, à chaque fois que j'ai eu une progression, à chaque fois que tout le monde était content. Quand je deviens porte-parole de Nicolas Sarkozy, tout le monde était pour Nicolas Sarkozy. Ils ont fait campagne avec nous, tout le monde faisait campagne. Alors, même ceux qui n'étaient pas pour Sarkozy. Tout le monde était convaincu. Hein. On a dû vous demander beaucoup de choses aussi, non? Détrompez-vous, pas tant que ça. Pas tant que ça. On vous demande, alors c'est sûr qu'on vous demande de les aider parce que parfois on ne comprend pas des situations, mais il ne faut pas croire, les gens ils sont beaucoup plus respectueux que ça et ils sont beaucoup plus honorés que cela. Alors, vous avez reçu quand même, et moi c'est ce qui m'a frappée, vous étiez avec votre sœur Malika, les deux seules filles d'ouvriers musulmanes dans une école catholique privée. D'abord, c'est votre père qui avait construit, c'est très joli, hein, cette école, des maçons. Il faisait des travaux de construction dans cette école qui s'appelait Le Devoir. Et Le Devoir, la liberté, tout y est. Cette école, d'abord qui était une école de filles, et mon père disait, c'est une école religieuse, ça va vous apprendre le bien et le mal, ça ne vous fera pas de mal. Et puis, il est très ouvert quand même aussi. Mais c'est un homme de foi. Oui, c'est ça. Et le catholicisme mais au-delà justement des clivages religieux. Il considérait que la foi, on respecte les croyants et les gens qui ont la foi. Vous sentiez tiraillé ou plutôt un pont jeté entre deux cultures? C'est ça que je voudrais savoir. Parce que ça ne s'est jamais posé en ces termes. Alors, jamais. C'est-à-dire que mes parents sont arrivés en France, ils ont eu des enfants. Leurs enfants étaient français. Mon père a appris à lire, à écrire avec nous. Et maman, elle était totalement analphabète. Finalement, elle n'a jamais appris ni à lire ni à écrire. Ça ne l'a pas beaucoup intéressée. Et l'important, la culture, l'éducation. Oui. Et pas de barrière. Parce que le fait d'être dans un collège privé catholique... Aucune barrière nulle part, ni sociale, ni culturelle,
pas de barrière. Moi, c'est très tard que je me suis rendu compte que le milieu social pouvait générer une fracture, notamment dans l'ambition, dans la promotion ou dans l'accession à certains emplois. Mais à aucun moment, moi, je me suis rendu compte, enfant ou adolescente, je me disais, bon, bah, si on travaille, on peut y arriver. Et mon père me disait toujours, il ne faut pas vous laisser... me dites pas, parce que son père, il est médecin, qu'il arrive mieux parce que son père est médecin. Je vous préviens, je ne suis pas d'accord. Hein, parce que l'intelligence, ce n'est pas lié au statut. Et donc, du coup, nous, très vite, on a dit, il a raison. C'est pour ça aussi que voilà, vous avez pu franchir aussi rapidement. Parce que je n'avais pas de complexe par rapport à ça. Moi, j'estimais que j'étais française. Pas de blocage. Non. Vous n'avez jamais souffert de xénophobie, de racisme? Non, alors, encore une fois, ce qui permet de masquer ça, ou de sauver ça, ou de ne pas s'en rendre compte, j'étais un peu turbulente. On le voit. Et parfois un peu, sans doute, agaçante. Donc, si vous l'êtes toujours visiblement pour certains. Donc, si on pouvait être désagréable avec moi, je disais, bon, c'est normal, il faut dire aussi, parce que parfois je dépasse un peu les bornes. Mais je n'ai jamais mis ça sur le compte d'autre chose que sur le tempérament. Vous le dites maintenant parce que de toute façon... Non, parce que je le dis maintenant parce que je me rends compte que les blocages ne sont pas là où on croit. C'est-à-dire, pour être plus explicite, qu'est-ce que vous voulez dire? De dire, oh, mais pas tout de suite, mais c'est pas pour toi. Moi, je vois, mais même dans le regard. C'est ce que vous avez dit. Mais beaucoup plus tardivement. Et heureusement que je ne l'ai pas perçu avant, parce que peut-être que ça m'aurait découragée. Peut-être. Ouais, c'est ce que je voulais vous demander. Voilà. Mais comme je ne l'ai pas perçu avant, j'estimais que pratiquement ça n'existait pas. Moi, je trouve que dans notre pays, moi j'aime tellement la France qu'il n'y a pas de déterminisme. Et peut-être qu'aujourd'hui, quand vous subissez quelques commentaires ou des observations, c'est qu'on considère qu'il y a un déterminisme. Ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit. C'est ce que disait Jacques Attali, parvenu. Non. Justement, on est dans une démocratie, dans une république. Et le mérite doit être reconnu. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous devez être reconnu. Et ce n'est pas réservé qu'à certains. Donc, femme moderne, femme d'aujourd'hui, femme indépendante, libre, et en même temps attachée quand même à la tradition, voire soumise à la tradition. Enfin, c'est attaché à ma famille. C'est plutôt une valeur qu'une tradition. Parce que c'est ce qui est justement intéressant chez vous, c'est que vous êtes une femme de paradoxe. Lorsque vous avez accepté de vous marier, il y a maintenant, il y a combien de temps vous aviez... En 1992. 92, voilà. Lorsque vous avez accepté ce mariage qui vous a été proposé, non pas forcé, mais qu'est-ce qu'on va dire, arrangé, vous l'avez fait pour faire plaisir à vos parents? C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est vrai que je suis partie à 21 ans, je rencontre Alba Chalandon qui est garde des Sceaux. Ma vie change, la vie matérielle change, le quotidien de mes parents change, dans un endroit où il y avait de grandes difficultés. Alors que j'étais sur 3 emplois en même temps, 4 emplois en même temps. C'est incroyable ce que vous avez fait à ce moment-là. Je travaillais, j'étais en contrat à durée indéterminée dans une entreprise, mais je travaillais le samedi, dimanche en plus, je donnais des cours, j'avais plusieurs activités et à un moment donné... là où habitaient mes parents, il y avait un peu, pas de quand dira-t-on, mais il y avait une difficulté à expliquer justement ce parcours un peu rapide, un peu fulgurant de ma part. Donc j'ai accepté finalement une convention. Alors donc c'était quand même important le quand dira-t-on. Ça ne m'a pas fait souffrir, mais je ne voulais pas que mes parents, mon entourage en souffrent. Ou souffre de quelques commentaires. Donc j'ai accepté, je me disais, moi je m'en sortirai toujours. Voilà. C'est incroyable, ça revient, je m'en sortirai toujours. C'était pour leur faire plaisir. Mais alors, de toute façon, vous l'avez annulé ce mariage en plus? Il est annulé, oui. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Ouais. C'est une période de ma vie que vous préférez oublier, mais c'est ce qui a marqué beaucoup les uns et les autres. Jacques Attali, qu'on a interviewé aussi, qui avait été très marqué par cela. Parce que je lui dois beaucoup. Au moment où j'ai souhaité l'annulation de son mariage. Et jamais vous ne vous apitoyez sur vous-même? Il n'y a pas lieu. C'est une partie de ma vie que j'ai gérée comme d'autres parties de ma vie. C'était une difficulté comme j'ai pu gérer d'autres difficultés. Mais c'est pas oh là là, c'est terrible, c'est horrible et j'en ai été anéantie. Pas du tout. Non, mais on voit bien.
Moi, je suis allée jusqu'au bout de... Quand j'avais déjà envie de quelque chose, ou que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, je suis allée jusqu'au bout. Voilà. Si ça finit bien, tant mieux. Ça finit moins bien, j'aurais essayé. Voilà. Mais je vais jusqu'au bout des choses. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un homme? J'imagine qu'un homme autoritaire, c'est bizarre, normalement, devrait vous faire peur. Quand on prend les hommes qui vous fascinent, pour revenir en politique, Nicolas Sarkozy, sont plutôt des hommes à poigne. Oui, et des hommes d'autorité, puis pas de double langage, pas de trucs à peu près. Voilà. C'est vrai. Donc plutôt à l'image de votre père, dans le fond. Plutôt pas à l'image de l'autoritarisme, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Non, il faut davantage expliquer. Il est très autoritaire, et ce côté j'ai toujours raison est un petit peu parfois, j'aimerais pas le retrouver forcément dans ma vie. Voilà. Donc que lui veuille toujours avoir raison, c'est normal, c'est mon père. Pour le reste, non. Alors, quel serait votre rêve le plus incroyable pour le futur? J'en sais rien. Alors là, vous me prenez de course, j'en sais rien. Rachida Dati, dans 10 ans, envie de continuer en politique, en tout cas? Et avec tout ce que je vous ai dit pendant cette émission, me motive encore plus pour... C'est-à-dire qu'on ne va pas se débarrasser de moi comme ça. Il y a encore... Ça, c'est dit. Je crois qu'on commençait à le comprendre. Ça veut dire que vous êtes piqué au virus de la politique. Sinon, vous ne seriez pas parti pour les européennes. Vous seriez reparti dans le privé. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de combats à mener. Vous ne sortez pas amer de cette expérience? Non. Enfin, c'est pas le mot qui me viendrait. Qu'est-ce que vous diriez, justement? Moi, ça a été une immense chance et un immense honneur que d'être garde des Sceaux. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Je ne vais quand même pas sortir amère. Enfin, moi, je trouve que d'être ministre de la Justice de la France, mais où pourrait être l'amertume? Où pourrait se loger l'amertume? Mais vous pourriez être un peu amer parce que vous avez quand même appliqué tout le programme. Oui. Vous êtes allé jusqu'au bout. Ça, personne ne revient là-dessus. Vous avez, même si vous êtes passé en force, vous y êtes allé. Et puis, finalement, Nicolas Sarkozy dit... Moi, je ne suis pas propriétaire du ministère de la Justice. Oui, c'est vrai. Mais je suis garde des Sceaux. Il est président de la République. Puis d'abord, je lui dois tout, puisque c'est lui qui m'a nommé garde des Sceaux. Je ne vais quand même pas dire que finalement, il m'a maltraité. Je veux dire, ce serait quand même le comble. Mais est-ce que vous devez aussi tout à Cécilia Sarkozy, son ex-épouse? Je lui dois beaucoup, et je n'ai jamais renié ce qu'elle a apporté dans ma vie. Et je lui dois beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris justement de cette expérience? Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire c'est un succès personnel. C'est que dans quelques mois ou dans quelques années, on puisse dire bien, heureusement que la justice a été réformée, elle m'a mieux protégée. On dit oui, elle ne connaissait pas les codes. Si, je les connaissais. Justement, je les connaissais trop bien. Et c'est, je pense, aussi ce qui a pu aussi en déranger certains. Mais moi, j'estime que la France n'appartient pas qu'à certains. C'est-à-dire qu'on ne réforme pas la justice pour une corporation ou pour un corps. Et vos espérances, vos espoirs à titre privé? Que je puisse continuer à être heureuse avec un bonheur qui est celui de ma fille. Et oui, voilà. C'est quand même ça, non? Aussi l'avenir. C'est aussi ça. C'est aussi ça, non? C'est aussi ça, et maintenant c'est beaucoup avec ça. Merci beaucoup, Rachida Dati, de m'avoir accordé cet entretien. D'ailleurs, je voulais vous demander pourquoi vous aviez accepté de parler ce soir. Je trouve que votre émission n'est pas intrusive, c'est pas familier, et puis à la fois je trouve que en tant que responsable public, c'est aussi pas inintéressant pour les Français de voir de quoi vous êtes fait. Parce que parfois je pense qu'il y a une volonté de biaiser ou de caricaturer. Donc c'est bien aussi de faire quelques mises au point de temps en temps. Merci beaucoup. Merci. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.